Alors, bonjour à tous. Je vais attendre un petit instant pour être sûr que vous soyez bien là avant de commencer. Alors, si on peut me faire signe que c'est bon. Ok, allez, c'est bon. Apparemment, vous êtes là. Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents sur ce live. Pour ceux qui me connaissent pas, je me présente, je suis Stéphanie Nucera, diététicienne nutritionniste spécialisée dans la nutrition du sport, chargée de mission au comité départemental olympique et sportif des Alpes-Maritimes, présidé par Philippe Manassero, et j'interviens notamment auprès des jeunes athlètes de haut niveau de la Team Espoir. Alors, au cours du live de la semaine dernière, je vous ai donné quelques conseils nutritionnels pour bien gérer vos repas pendant la période de confinement et éviter de prendre du poids. Et j'y ai abordé d'une manière assez générale les différents groupes alimentaires. Alors aujourd'hui, je voulais aborder de manière plus précise le groupe alimentaire des féculents. Alors pourquoi j'ai d'abord choisi celui-là? Parce que c'est un groupe alimentaire qui est sujet à de nombreuses fausses idées reçues. Et je voulais aujourd'hui démêler le vrai du faux avec vous. Alors je vais d'abord quand même vous rappeler les généralités sur ce groupe alimentaire. Ensuite, je voulais aborder la notion de l'index glycémique. Et pour finir, j'ai sélectionné trois fausses idées reçues. Alors bien sûr, il y en a plein d'autres, mais je ne voulais pas être trop longue dans ma présentation pour nous laisser le temps ensuite d'échanger ensemble et de répondre à vos questions. Alors, en ce qui concerne les généralités de ce groupe alimentaire des féculents, à quoi correspond-il concrètement dans votre assiette? Alors, ça va être tout ce qui est à base de céréales. Donc, à base de céréales de blé, notamment, on va retrouver les pâtes, la semoule, le boulgour, le pain, la farine, la céréale de riz, donc tous les riz confondus, mais aussi le quinoa, le maïs. Attention, le maïs est une céréale, hein, ça n'est pas un légume, donc il vous apporte des glucides. Ensuite, on retrouve le groupe des légumineuses avec les lentilles, les pois chiches, les flageolets, les haricots rouges, les haricots blancs et aussi les tubercules avec les pommes de terre, la patate douce, le pané, le manioc, le tapioca notamment aussi. Voilà, donc vous voyez que c'est quand même un groupe qui est très varié de par ses aliments, donc il y a quand même beaucoup le choix. Ensuite, il a aussi l'avantage de présenter de nombreux intérêts nutritionnels, à savoir donc avec comme macronutriments prépondérants les glucides complexes. Donc je vous ai dit la semaine dernière que les glucides complexes avaient pour rôle de vous apporter l'énergie pour tout travail physique et cérébral, donc pour bouger et pour réfléchir. Et on dit que c'est le carburant essentiel de l'organisme. Ensuite, il va aussi vous apporter des protéines végétales. Alors, les protéines végétales vont être de moins bonne qualité qu'une protéine animale, de par leur teneur en acides aminés. Je ne vais pas développer cette notion ici parce que ce sera certainement le sujet de la semaine prochaine, mais les protéines végétales restent quand même intéressantes dans le cadre notamment des régimes végétariens, puisque quand on associe dans l'assiette une céréale, donc des pâtes ou du riz ou de la semoule par exemple, avec une légumineuse, des lentilles, des haricots rouges ou des pois chiches, on va avoir une complémentarité des acides aminés et au final, la protéine végétale aura la même qualité qu'une protéine animale qu'on retrouve dans les viandes, poissons ou œufs. Ensuite, c'est un groupe qui va aussi vous apporter des fibres, notamment les légumineuses et les céréales plutôt complètes.
les fibres ont la particularité de réguler le transit intestinal et aussi de favoriser la satiété. Et puis, on va aussi retrouver les vitamines du groupe B. Les vitamines du groupe B sont les vitamines que l'on appelle les vitamines énergétiques et qui vont donc être indispensables pour l'activité physique. Voilà, donc vous voyez que les féculents contiennent de nombreux nutriments intéressants. En ce qui concerne les fréquences de consommation, le Programme national nutrition santé recommande de manger des féculents à chaque repas de manière à avoir de l'énergie disponible en permanence et éviter les coups de fatigue et aussi avoir un niveau de satiété suffisant pour éviter les grignotages entre les repas. Voilà, donc en ce qui concerne les généralités de ce groupe, et maintenant je voulais aborder la notion de l'index glycémique, qui est quand même une notion intéressante à prendre en compte dans la gestion de vos repas. Alors déjà, c'est quoi? Je ne sais pas si certains connaissent un petit peu cette notion-là. Savoir que c'est une notion qui a été découverte au début des années 80 par le professeur Jenkins et qui balaye finalement les vieux critères de sucre rapide et de sucre lent. En fait, le professeur Jenkins a considéré l'alimentation d'un point de vue physiologique et non pas d'un point de vue chimique. Alors finalement, l'index glycémique, donc je vais souvent utiliser le terme IG pour nommer l'index glycémique, c'est un critère de classement des glucides en fonction de la capacité d'un aliment à élever la glycémie dans le sang. Donc la glycémie, c'est le taux de sucre. Et donc en fait, c'est la capacité à libérer une certaine quantité de glucose après la digestion. Alors, cette notion d'index glycémique va concerner uniquement les aliments qui contiennent des glucides, que ce soit des glucides complexes ou des glucides simples. Les aliments protéiques, donc viande, poisson, œuf, et les aliments lipidiques qui sont représentés par les matières grasses ne sont pas concernés par cette notion d'index glycémique puisqu'ils ne font pas élever la glycémie après leur ingestion. Donc, on leur a conféré un IG à 0. Il y a 3 niveaux de critères de classement de l'index glycémique, donc IG bas, IG moyen et IG élevé. Alors, les aliments à IG bas, à moyen, influencent peu la glycémie parce qu'il y a une quantité de glucose absorbée qui est moindre, donc c'est ceux-là qui vont être intéressants et qu'il faudra privilégier. Tandis que les aliments dits à index glycémique élevé vont augmenter plus rapidement la glycémie car le taux de glucose absorbé sera plus important. Ils seront donc moins intéressants et ils peuvent favoriser la prise de poids. Alors, pourquoi est-ce que je dis que les aliments à index glycémique élevé peuvent favoriser la prise de poids? Parce que je vous ai dit tout à l'heure que le professeur Jenkins avait considéré l'alimentation d'un point de vue physiologique. Et qu'est-ce qui se passe dans le mécanisme physiologique, en fait, finalement, quand on va ingérer, quand on va manger nos féculents? Alors, quand vous mangez, par exemple, vos pâtes, du riz, des pommes de terre, des légumineuses, des légumes, des fruits, des produits sucrés, bref, tous les aliments qui contiennent des glucides, vous allez absorber, donc vous allez avoir du glucose dans le sang. Ce glucose, il ne doit pas rester dans le sang, il doit passer dans les cellules. Donc le pancréas va sécréter l'insuline. L'insuline, c'est l'hormone qui est en quelque sorte la clé qui va permettre d'ouvrir la porte des cellules et faire rentrer le glucose dans la cellule. Et puis ensuite, les cellules vont utiliser ce glucose pour fournir de l'énergie au corps. Donc, plus vous allez manger des aliments à IG élevé, plus il va y avoir du glucose dans le sang, donc plus il va y avoir une sécrétion d'insuline pour faire passer ce glucose dans la cellule, et plus vous allez sécréter d'insuline, plus il va y avoir un risque de poids accru. Pourquoi? Parce que l'insuline est une hormone
qui favorisent le stockage des graisses. Alors, bon, c'est bien beau tout ça, mais finalement, comment gérer dans votre assiette? Alors, concrètement, chaque aliment glucidique, encore une fois, a un IG attribué. Vous pouvez retrouver, si ça vous intéresse, les tables spécifiques qui vont recenser les aliments glucidiques et leur index glycémique dans des livres ou bien même sur Internet, vous trouvez cette classification. Quelques exemples quand même pour vous donner une idée. Les aliments à IG bas, ça va être essentiellement les légumes, les crudités, les légumineuses aussi. Les aliments à IG moyen, ça va être plutôt les céréales, les fruits aussi en fonction de leur teneur en sucre, et les aliments à index glycémique élevé, donc bien sûr les produits sucrés, les bonbons, les confiseries, etc. Mais aussi la pomme de terre, la baguette blanche, le pain de mie, la biscotte, les cracottes, les galettes de riz, les céréales pour petit déjeuner. Voilà, donc il y en a quand même une certaine liste. Donc si vous voulez vous amuser à regarder, ça peut être intéressant. Il faut savoir que l'index glycémique est attribué à un aliment, mais il y a des critères de variation, à savoir notamment la composition de votre repas. Donc là, on va retrouver l'intérêt en fait de mettre en place un équilibre alimentaire, comme je vous l'avais dit la semaine dernière, puisque en fait dans votre équilibre alimentaire, vous avez votre portion de féculents avec un IG moyen si possible, bon voire élevé si vous avez choisi de consommer un aliment à IG élevé, et puis vous allez avoir votre part de viande, poisson ou œuf qui va avoir un IG à 0, et des légumes avec un IG bas. Et du coup, ce qu'il faut prendre en considération, c'est l'IG total de votre repas. Et donc, l'ensemble des trois va permettre d'avoir un IG très correct sur l'ensemble du repas. Donc, on retrouve la notion de l'équilibre alimentaire et son importance aussi dans cette notion d'index glycémique. Ensuite, je mets souvent en garde aussi au niveau de la cuisson de vos aliments. C'est un paramètre qui va modifier l'index glycémique de votre aliment, et notamment quand vous faites cuire vos pâtes ou votre riz, par exemple, qui au départ ont un IG relativement moyen. Si vous le faites trop cuire et que par exemple vous allez consommer votre riz très gluant, l'index glycémique va monter en flèche et vous allez avoir un IG très élevé, donc du coup beaucoup moins intéressant. Vous allez avoir du riz dans votre assiette, mais ça va être moins intéressant. Ensuite, il y a aussi la maturité des fruits. La maturité des fruits, vous prenez une banane qui n'est pas mûre, elle va avoir un IG plutôt moyen. Une banane mûre va avoir un IG plutôt élevé. Donc, on a ces différents critères de variation qu'il faut faire attention. Il y a aussi les traitements industriels. Donc le raffinage, hein, les produits raffinés ont un IG plus élevé que les produits complets. Et puis aussi le broyage des aliments. Par exemple, vous consommez le fruit frais, la pomme entière, elle va avoir un index glycémique bas, pardon. Alors que si vous la transformez, vous la broyez et que vous la mangez sous forme de compote, l'index glycémique sera plus élevé. C'est ces notions qui vont entrer en compte. Et puis après, il va y avoir la présence de fibres qui va faire baisser l'index glycémique, l'ajout du vinaigre, du citron, la présence donc des produits, des protéines, et aussi la présence des lipides, donc des graisses. Alors justement, concernant cette présence de gras qui va faire diminuer l'index glycémique, je voulais quand même vous mettre en garde sur ça, parce que finalement, on va retrouver des produits très gras et très sucrés en même temps qui vont avoir un index glycémique plutôt bas du fait qu'ils contiennent beaucoup de gras. Et pour autant, on sait très bien que d'un point de vue nutritionnel, les produits gras et sucrés, ça n'est pas bon. Alors, comme exemple, je vais prendre la pâte à tartiner, qui plaît à beaucoup, et dont on sait que la pâte à tartiner n'est pas tellement bonne pour la santé. Si vous regardez les tables de référence, vous allez la trouver à IG bas moi je crois que c'est autour de 33. Voilà, donc ça ne veut pas dire que vous pouvez en manger quand même de manière illimitée. Ça reste un aliment à contrôler. Alors, finalement, ça peut paraître complexe,
Mais non, l'alimentation, c'est vraiment à prendre en compte dans tout un ensemble. Il y a le rythme alimentaire, l'équilibre alimentaire, la notion des quantités, la notion de cet indice glycémique. Et ce qu'il faut prendre aussi en compte, c'est la densité nutritionnelle de votre aliment. La densité nutritionnelle de l'aliment, c'est quoi? C'est un petit peu le reflet de la teneur en nutriments d'un aliment. Ça veut dire en fait, dans tel aliment, avec les calories qu'il va m'apporter, quels nutriments je vais avoir et comment je vais nourrir mon corps. C'est ça en fait qui est le plus important finalement. Alors exemple encore, par exemple les graines oléagineuses. Les graines oléagineuses, c'est concrètement tout ce qui est noix, noisettes, amandes, etc. C'est un groupe très calorique puisqu'il fait partie du groupe des lipides. Pour information, ça va à peu près vous apporter 650 calories pour 100 grammes d'aliments. On a toujours des valeurs de référence pour 100 grammes d'aliments. Donc c'est très calorique, mais c'est pas pour autant qu'il faut les supprimer de ces repas parce que leur intérêt nutritionnel est intéressant de par leur apport en minéraux et vitamines. Et ce sont des bonnes graisses en plus. Par contre, vous prenez le sucre ou les produits sucrés qui vont être moins caloriques que par exemple certains lipides. On est à peu près à 400 calories pour 100 grammes de sucre produit sucré, mais pour autant c'est pas intéressant parce que ça va vous apporter ce qu'on appelle des calories vides. Leur densité nutritionnelle est nulle et donc même si ça apporte moins de calories que certains lipides, ils sont pas du tout intéressants. Donc, vous voyez, encore une fois, l'alimentation dans sa globalité, ça ne se résume pas à une seule chose. Il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Donc, la notion de l'index glycémique est intéressante quand on sait bien la gérer. Mais voilà, encore une fois, faites attention aux produits gras qui peuvent avoir un IG bas, mais qui ont une densité nutritionnelle pas du tout intéressante. Voilà. Je voulais faire une petite parenthèse pour les sportifs, si il y en a certains qui m'écoutent. L'alimentation du sportif et cette notion d'index glycémique, parce que la spécificité de la nutrition du sportif, c'est adapter les bons nutriments au bon moment. Et donc, dans la nutrition du sportif, on voit que finalement, on a certains aliments à index glycémique élevé, à condition qu'ils soient bien sûr de bonne qualité nutritionnelle, qui ont toute leur place dans l'alimentation du sportif, parce que on a un consensus, c'est que plus la prise alimentaire est loin de l'activité physique, et plus il faut privilégier des aliments à IG bas moyen, et plus on va se rapprocher de l'activité physique, et pendant l'activité physique, il va par contre falloir privilégier des aliments à IG élevé. Voilà, donc il y a beaucoup de choses à prendre en compte et à mettre en place selon bien sûr les besoins de chacun. Ça n'est jamais pareil pour tout le monde en fonction des besoins et puis du mode de vie, de l'activité sportive, etc., etc. Voilà, j'en ai fini avec cette notion d'index glycémique. J'espère que vous avez à peu près bien compris. En tous les cas, n'hésitez pas à me poser les questions après dans les commentaires s'il y a des choses que vous n'avez pas saisies. Je voulais maintenant aborder trois fausses idées reçues ou pas, hein, finalement, qui reviennent assez souvent. Et donc, la première, c'est les féculents, ça fait grossir. Alors, j'espère que après tout ce que je vous ai dit aujourd'hui et la semaine dernière, vous avez tous la bonne réponse, à savoir que non, bien sûr que non, le féculent, ça ne fait pas grossir. Pour approfondir ma réponse, si vous n'êtes toujours pas convaincu, je vais vous donner les valeurs énergétiques des différents groupes alimentaires pour vous donner un petit peu une idée d'où se situent les féculents d'un point de vue apport calorique. Alors en premier, le groupe alimentaire qui va apporter le plus de calories, ça va être celui des lipides. Les lipides, encore une fois, ce sont les matières grasses. C'est un groupe qui va vous apporter à peu près entre 600 à 900 calories selon l'aliment. L'huile étant l'aliment le plus calorique de tous les aliments. Alors attention, l'huile, qu'elle soit d'olive, de colza, de noix, d'arachide, de tournesol, peu importe,
ça reste un produit 100% lipidique, et donc elles ont toutes le même apport calorique qui est de 900 calories pour 100 millilitres. Leur différence va porter sur cette notion de densité nutritionnelle. Ça veut dire qu'elles vont pas vous apporter toutes les mêmes minéraux ou vitamines. Donc l'idéal en fait c'est de les varier. Donc on a ce groupe-là en premier. En deuxième position, on va retrouver le groupe des produits sucrés et du sucre. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, pour 100 grammes, c'est l'équivalent de 400 calories, et puis bon, des calories vides, donc aucun intérêt. En troisième position, on a le groupe des protéines qui, en moyenne, alors bien sûr c'est des moyennes, hein, parce que en fonction de la teneur en graisse de votre morceau de viande ou de votre poisson, il va y avoir bien évidemment des différences, mais en moyenne, pour 100 grammes de protéines, vous allez avoir 200 calories. Et en quatrième position seulement, on va retrouver les féculents qui vont vous apporter en moyenne entre 100 à 150 calories, voire même moins pour la pomme de terre et les légumineuses qui sont à moins de 100 calories pour 100 grammes. Et si je prends l'exemple des pâtes, parce que c'est souvent cet aliment qui est montré du doigt et je trouve ça vraiment, vraiment dommage. Quand vous mangez 100 grammes de pâtes cuites, alors attention aussi à cette notion de cuit ou cru parce que c'est pas pareil, hein. 100 grammes de pâtes cuites, c'est pas pareil que 100 grammes crues. Donc 100 grammes de pâtes cuites, ça va vous apporter 125 calories. C'est rien du tout en fait, surtout quand que maintenant vous savez que les pâtes et le féculent vous permet d'avoir un niveau de satiété suffisant et vous apporte de nombreux intérêts nutritionnels. Pour finir mon classement, en cinquième position, on va retrouver les fruits qui vont vous apporter à peu près 50 à 100 calories selon leur teneur en sucre. Et puis ensuite, bien évidemment, on a les légumes en dernier. Les légumes sont composés majoritairement d'eau, donc ce qui leur confère un faible apport calorique, avec en moyenne, encore une fois, c'est des moyennes, à peu près 30 calories pour 100 grammes. Voilà, donc quand on voit ce classement des apports caloriques selon les groupes alimentaires, on voit bien que quand même les féculents ne peuvent pas faire grossir. Bien sûr, encore une fois, il va falloir gérer l'assaisonnement. Il est évident que si vous mangez des pâtes carbonara avec plein de crème, des lardons et du fromage, l'apport calorique de votre plat de pâtes va être beaucoup plus important que si vous gérez un assaisonnement adapté et qu'il va bien sûr vous faire davantage grossir puisque en plus vous allez apporter des mauvaises graisses. Donc il y a cette notion d'assaisonnement et encore une fois la notion des quantités. Si au niveau de vos besoins énergétiques individuels, vous avez besoin de manger par exemple 200 grammes de féculents par repas et qu'en réalité vous en mangez 500 grammes, ce surplus que vous consommez par rapport à vos besoins, il est clair qu'il va vous faire prendre du poids. D'accord ? Voilà, donc j'espère que maintenant, vous allez plus dire que les féculents, ça fait grossir et que les pâtes, il faut pas en manger. C'est faux. Alors, une deuxième idée reçue, c'est il faut pas manger de féculents le soir. Alors, c'est faux en fait, hein. On a vu que le Programme national nutrition santé recommandait la prise de féculents à chaque repas. Bien sûr en quantité adaptée aux besoins individuels. Alors ça peut être du pain complet le matin au petit déjeuner, des pâtes à midi et puis des légumineuses le soir par exemple. Consommer une portion de féculents le soir vous permettra d'avoir une meilleure qualité de sommeil. Et puis si vous traînez un petit peu devant la télé, que vous tardez à aller vous coucher, surtout en ce moment pendant cette période de confinement où peut-être on traîne un peu plus parce qu'on n'a pas la corvée du réveil le lendemain matin. Si vous n'avez pas mangé votre part de féculents, vous risquez d'avoir faim en regardant la télé et finalement d'avoir recours aux grignotages qui, eux, vont vous faire grossir. Et puis si vous dormez pas bien et que vous avez faim la nuit, bah là aussi, ça va vous faire grossir. Alors, je sais, oui, vous allez me dire, oui, mais on dit que le soir, le dîner, il doit être léger. Alors, bien sûr qu'il doit être léger, mais léger, ça veut pas dire hypocalorique.
Léger, ça veut dire digeste. Donc, c'est pas pareil. Ça veut dire que votre dîner doit vous apporter les nutriments essentiels au fonctionnement de votre organisme, donc avec un nombre de calories adapté en fonction de vos besoins. Donc, ni trop lourd, donc ni trop calorique, ni pas assez. Et en réalité, il doit être digeste, c'est-à-dire qu'en fait, si vous privilégiez une alimentation saine avec des aliments bruts, j'ai envie de dire, et pas transformés par les industriels, je pense que vous avez compris que c'est un petit peu ma guerre, hein, les produits industriels et transformés, euh, et que vous évitez les mauvaises graisses, votre repas sera quand même digeste. C'est sûr que si vous mangez des produits trop gras, vous allez avoir du mal à digérer, la digestion va être beaucoup plus lente, et là, effectivement, vous risquez d'avoir des difficultés d'endormissement. Donc attention à cette notion de léger. Et enfin, la dernière suggestion que j'ai à vous faire au niveau de ces idées reçues, fausses ou pas, c'est le pain complet ou aux céréales, peu importe, est moins calorique que la baguette blanche. Alors, j'aurais aimé vous dire que c'est vrai, parce que je ne suis pas pour la consommation du pain blanc. Bon, malheureusement, en toute honnêteté, c'est faux. En fait, à apport calorique, à apport énergétique identique, le pain complet, le pain blanc va vous apporter à peu près le même nombre de calories. Le pain, plus ou moins, c'est environ 260 à 280 calories pour 100 grammes. Donc, qu'il soit complet ou blanc, c'est la même chose. Alors après, bien sûr, si on prend les critères de sélection, que j'appelle ça, c'est-à-dire la densité nutritionnelle est bien meilleure chez le pain complet, puisque vous allez avoir des fibres, des vitamines et des minéraux que vous n'avez pas dans la baguette blanche qui a été raffinée. Et au niveau de l'index glycémique, le pain complet a un IG moyen, alors que la baguette a un IG très élevé. Voilà, donc j'en ai fini. Moi, je vais m'arrêter là de manière à pouvoir vous laisser la parole et me poser les questions que vous avez envie de me poser. Voilà, après moi, j'aurais encore plein de choses à vous dire, mais il y a énormément de choses à dire sur ce groupe-là et je voulais pas être trop longue. En tous les cas, merci de m'avoir écouté, merci pour votre attention. Et maintenant, je vous laisse la parole. Donc, je vous laisse me poser vos questions au niveau des commentaires. Voilà, c'est à vous. Alors, une baguette, c'est combien de grammes? Une baguette, ça fait à peu près 250 grammes. Normalement, les boulangers sont obligés de respecter ce grammage-là, pardon. Donc, une baguette, à peu près 250 grammes. Alors, il faut savoir qu'au niveau des féculents, quand on calcule les rations, étant donné que le pain apporte plus de glucides et plus de calories que, par exemple, les pâtes ou le riz, il est clair qu'on adapte aussi la quantité. Ça veut dire que si dans une ration, je préconise de manger 150 grammes de pâtes ou de riz, en équivalent, on ne va pas être à 150 grammes de pain, mais on va être à 60 grammes de pain pour à peu près 150 grammes de pâtes. Donc, on adapte les quantités recommandées en fonction que ce soit du pain ou des pâtes. Le prix, le prix de quoi? De la baguette? Philippe, c'est quoi cette question? Bah, 1 € je dirais. Alors, peut-on associer un régime à une préparation triathlon ou marathon? Alors, un triathlon ou un marathon, ça se prépare bien en amont. C'est-à-dire que quand on veut préparer un triathlon de longue durée ou un marathon, il y a un entraînement physique, il y a aussi un entraînement nutritionnel.
Si avant cette prépa, le sportif est en surpoids et qu'il a besoin de perdre du poids, on va bien sûr adapter une alimentation avec pour objectif de réguler l'alimentation et d'obtenir le poids de forme pour être le meilleur possible le jour de la compétition. En revanche, il faut arrêter cette perte de poids en amont. Moi, j'aime bien quand je prends en charge de manière suffisamment avant. La perte de poids doit s'arrêter au moins un mois avant la compétition, au minimum 15 jours avant en fait, hein, pour pas affaiblir le corps. Et puis après, on va mettre en place l'alimentation pour préparer la compétition. Donc le régime, oui, mais en amont, pas juste avant. Et pour continuer sur cette question de préparation de triathlon ou de marathon, il y a une semaine avant la compétition, il y a des adaptations nutritionnelles à mettre en place, à savoir ce qu'on appelle le régime dissocié de Sherman, qui consiste, donc en admettant que la compétition soit le dimanche, le lundi, mardi, mercredi, à vider les réserves en glycogène et donc on adapte une alimentation avec moins de glucides que prévu. Et ensuite, au niveau du jeudi, vendredi, samedi, on va recharger ces réserves en glycogène, bien sûr, puisqu'elles doivent être optimales au départ de la compétition, de manière à ce que le corps soit prêt pour partir. Donc, il y a une semaine de mise en place d'adaptation nutritionnelle avant la compétition. Alors, ensuite, que penses-tu des régimes sans gluten? Oui, alors, je l'attendais celle-là. Alors, le gluten. Alors, j'ai envie de dire, euh, ça peut être essentiel pour certains et pas du tout pour d'autres. Alors déjà, le gluten, c'est quoi? C'est un ensemble de protéines qu'on va trouver dans quatre céréales, donc le blé, le seigle, l'avoine et l'orge. Et donc, tous les aliments qui contiennent ces céréales vont contenir du gluten. Alors, il est clair que si on souffre d'une maladie cœliaque avérée, euh, il est évident qu'il faut supprimer tous les aliments sources de gluten de son alimentation de manière à ce que les symptômes de cette maladie se calment en fait. Par contre, si vous ne souffrez pas de cette maladie, oui, Tine, c'est plutôt une mode. D'un point de vue scientifique, il n'y a vraiment rien qui n'a été prouvé concernant l'éviction du gluten dans l'alimentation pour quelqu'un qui n'a pas de soucis lors de son ingestion. C'est plutôt un effet psychologique. Il faut savoir que en plus, manger sans gluten, c'est quand même très très compliqué, très contraignant. Déjà, c'est assez asocial parce que vous allez retrouver du gluten partout dans votre alimentation. Il y a le gluten présent naturellement dans ces quatre céréales. Et puis, encore une fois, les industriels rajoutent en plus du gluten dans la préparation de leurs plats transformés, ce qui fait qu'on a un surplus de gluten dans notre alimentation. Et, euh, et donc, ce qui fait aussi que du coup, on en trouve vraiment de partout. Donc, c'est assez asocial. Quand on va chez des amis, quand on va au restaurant, c'est très, très compliqué de s'alimenter. Et puis, c'est très, très cher. C'est presque 3 fois plus cher qu'un produit classique. C'est personnellement, moi, j'ai goûté pour savoir en tant que diététicienne quel était ce produit. Moi qui adore les pâtes sans gluten, j'ai pas trop kiffé, comme on dit. Et puis, c'est tout autant calorique que des pâtes, que des produits normaux, en fait. Hein, ça fait pas moins grossir. Et si en plus je fais référence à l'index glycémique dont je viens de vous citer tout à l'heure, les pâtes sans gluten ont un index glycémique qui est plus élevé que les pâtes normales. Alors oui, c'est beaucoup une mode avec un effet plutôt psychologique de régime miracle. Les gens suppriment le gluten.
ont moins de ballonnements, de troubles digestifs. En réalité, déjà, si on adaptait une alimentation plus saine avec les produits bruts et qu'on arrêtait de manger tous ces produits transformés, on aurait déjà moins de douleurs digestives. Donc, pour moi, ça ne sert à rien de manger sans gluten si, bien évidemment, on ne souffre pas de maladie cœliaque. Alors, que manger la veille ou le matin d'une course pour éviter et bloquer l'estomac, pour ne pas avoir envie d'aller au WC pendant une course? Alors, justement, la mise en place du régime dissocié de Sherman prend aussi en compte, euh, pour éviter le maximum les troubles en fait des sportifs qui pratiquent des disciplines de longue durée. En général, sur les disciplines de longue durée, effectivement, on peut avoir des troubles digestifs, donc c'est un peu la peur du marathonien, mais aussi des coups de pompe, des coups de fatigue si le stock de glycogène n'est pas suffisamment réapprovisionné en permanence, les crampes, etc. C'est vrai qu'il y a beaucoup de sujets qui peuvent faire peur aux sportifs. Alors, à partir de la veille au soir, il faut limiter les fibres. Après, ça dépend aussi de la sensibilité digestive de chacun. Mais par sécurité, en général, on évite de manger des fibres ou alors des fibres, des légumes pauvres en fibres irritantes. Donc, on va plutôt privilégier des courgettes ou des haricots verts extra fins. Et puis aussi, gérer les graisses. Voilà. Et le matin, il y a aussi un petit déjeuner à adapter, à mettre en place de manière à blinder le stock de glycogène avant le départ et ne pas manger des produits industriels. J'ai eu l'exemple une fois d'un triathlète qui a mangé du pain et de la pâte à tartiner avant le départ, il a un peu souffert sur son triathlon quand même. Donc il y a des adaptations à faire. Et puis des adaptations générales et des adaptations spécifiques en fonction de chaque sportif. Alors manger végan. Manger végan, il y a des risques quand même. Je pense que je développerai cette notion-là plus la semaine prochaine si j'aborde le sujet des protéines. Mais pour répondre quand même rapidement à cette question, manger végan, donc ça va, ça consiste à éviter tous les aliments protéiques et issus des animaux et plein d'autres choses encore. Et le risque quand même, c'est d'avoir une carence en vitamine B12 et puis aussi un régime assez restrictif quand même. Après, il y a des adaptations à faire, hein, mais en général, il vaut mieux privilégier un régime végétarien qui, quand il est bien contrôlé, il n'y a aucun souci, plutôt qu'à l'extrême, un régime végan. Après, on respecte aussi quand même les cultures de tout le monde, hein, donc on met en place, hein, mais en général, ça peut nécessiter une complémentation autre puisqu'il va manquer certains éléments dans l'alimentation. Alors, les fruits à base de féculents sont-ils intéressants pour les sportifs? Oui, bien sûr, hein, comme je disais tout à l'heure, de toutes les manières, dans l'alimentation, il n'y a rien à supprimer. Tout est une question de fréquence de consommation. Les fruits à base de féculents, je pense que tu dois faire référence peut-être à la banane qui est un fruit les plus glucidiques. La banane chez le sportif a énormément d'intérêt. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, en fonction du moment où vous la prenez, donc 1h30 avant un entraînement, il vaut mieux privilégier une banane bien mûre
plutôt qu'une banane qui n'est pas mûre, sinon elle va vous rester sur l'estomac et puis elle va vous gêner pendant l'entraînement. Alors que si vous prenez une banane bien mûre, vous allez bien l'assimiler, elle va vous donner de l'énergie tout de suite et vous allez en tirer tous les bénéfices. Dans la banane, il y a aussi beaucoup de potassium. Comme je disais tout à l'heure, les risques des sportifs, ça peut être aussi les crampes. Et le potassium est un minéral qui rentre, qui fait partie de la contraction musculaire. Donc la banane est très intéressante, bien sûr. Alors, doit-on favoriser les pâtes traditionnelles ou les pâtes complètes? Alors, donc les pâtes traditionnelles, ça va être les pâtes raffinées blanches et donc les pâtes complètes avec la céréale. Vous allez avoir une différence au niveau de leur teneur en fibres. Les pâtes complètes contiennent encore l'écorce du blé. Ça veut dire que c'est dans l'écorce qu'on va retrouver les fibres, vitamines et minéraux. Donc, vous allez retrouver plus de fibres, vitamines et minéraux dans les pâtes complètes. Normalement, un IG un petit peu plus bas que les pâtes traditionnelles. Alors, moi, il est clair que d'un point de vue nutritionnel, les pâtes complètes sont plus intéressantes que les pâtes traditionnelles. Après, il y a aussi une question de goût. C'est important quand on mange de se faire plaisir. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas. À ce compte-là, moi, je force pas du tout sur la pâte, enfin sur le produit complet. Surtout que, encore une fois, si on a un équilibre alimentaire, avec l'apport de légumes dans votre assiette, vous avez votre apport en fibres suffisant et que du coup, ça peut compenser et vous pouvez à ce compte-là manger des pâtes traditionnelles sans problème. Donc, d'un point de vue nutritionnel, les pâtes complètes sont meilleures, mais dans le cadre d'une alimentation équilibrée et d'un point de vue goût, il n'est pas inintéressant de continuer à manger des pâtes traditionnelles. Alors, banane, châtaigne, marron. Alors, bon, la banane, j'ai répondu. Châtaigne, marron, le problème qui peut se poser, c'est au niveau de la digestibilité. Pour certaines personnes, ça peut provoquer des ballonnements. Donc, après, chacun se connaît, hein, plus ou moins. Moi, je vais pas conseiller de manger des châtaignes ou des marrons juste avant une compétition où il peut y avoir des problèmes digestifs. Après, si on les tolère, pourquoi pas, mais je pense qu'il vaut mieux éviter. Alors après, alors après un entraînement euh, ou une compétition, la bière est vraiment bénéfique ou plutôt une légende? En général, ma réponse ne plaît pas aux sportifs. C'est une légende en fait. Je suis désolée de casser le mythe, mais en réalité, alors quand vous faites du sport, on dit que le sport est bon pour la santé et bien évidemment que c'est vrai. Quand on fait du sport à haut niveau, à intensité élevée et très fréquemment, bon, il faut savoir que quand on pratique une activité physique, il va y avoir des constantes qui vont être altérées au cours de l'activité physique, à savoir la déshydratation déjà, la perte en sodium dans la transpiration, une acidification du pH de l'organisme, une déplétion des réserves en glycogène, une dégradation de la fibre musculaire, une sécrétion de radicaux libres, etc., etc. Donc il y a beaucoup de constantes qui sont altérées par l'activité physique et c'est normal. Et l'objectif de l'hydratation et de l'alimentation du sportif, c'est bien évidemment de remédier à tout ça en choisissant les bonnes boissons et les bons aliments. Alors, pourquoi est-ce que la bière n'est pas la boisson idéale de récupération du sportif ou même en boisson de l'effort? Parce que finalement, vous terminez votre épreuve, vous êtes déshydraté. Il faut savoir que la bière, même si c'est une boisson, elle favorise la déshydratation. Pourquoi? Parce que je pense que les amateurs de bière, vous avez dû vous rendre compte que quand vous buvez une bière, vous allez faire pipi beaucoup. Et donc finalement, quand on boit une bière,
on favorise la déshydratation parce que le volume uriné est plus important que le volume ingéré. Donc, ça va à l'encontre du principe de récupération et de réhydrater l'organisme. Ensuite, ça contient très très peu de sodium, donc pas suffisamment pour récupérer le sodium perdu dans la transpiration. Et puis, la bière va inhiber le mécanisme de resynthèse glycogénique pendant 3 jours. Ça veut dire que quand on a les réserves du stock de glycogène qui s'épuisent à l'activité physique et qu'on est censé les recharger après, la bière va bloquer le mécanisme de régulation des glucides pendant 3 jours, donc ça va être difficile de récupérer correctement. Et puis aussi, elle perturbe la récupération musculaire. Il faut savoir qu'à l'activité physique, on a la fibre musculaire qui va se casser et donc il faut la réparer en mangeant des protéines. Et la bière va aussi perturber la récupération musculaire. Donc malheureusement, elle va à l'encontre des besoins du sportif. Alors, boire de la bière, oui, je ne dis pas de ne plus jamais boire de bière de votre vie, mais il faut choisir le bon moment et certainement pas avant, pendant ou juste après une compétition. Alors, quel est le petit déjeuner idéal? Le petit déjeuner idéal, alors savoir que le petit déjeuner est le repas qui vient après le jeûne naturel de la nuit. D'accord? On est resté plus ou moins 8 heures sans manger à peu près, et que donc le petit déjeuner a pour rôle de, encore une fois, hydrater l'organisme et de lui donner l'énergie nécessaire pour euh, pour de lui donner l'énergie nécessaire pour affronter la matinée. Alors, il va lui falloir un aliment source de glucides. Alors, de préférence, le pain complet aux céréales, au seigle, avec, par exemple, un petit peu de beurre ou de margarine, hein, selon que vous ayez du cholestérol ou pas. On peut aussi manger un fruit ou bien aussi un produit laitier et bien sûr une boisson, qu'elle soit chaude ou froide, mais de manière à hydrater l'organisme. Donc finalement, un petit déjeuner idéal, ça peut être un thé avec du pain et du beurre, euh, un fruit. Alors je recommande plutôt le vrai fruit plutôt que le jus de fruits, et pourquoi pas un fromage blanc par exemple. Alors, que doit-on? Alors, je continue sur le petit déjeuner. Finalement, j'insiste, éviter ce que j'ai cité tout à l'heure dans les aliments à IG élevé, à savoir les biscottes, le pain de mie, les cracottes, tous ces produits industriels, parce qu'en réalité, il y a du sucre dans la fabrication de ces aliments. L'index glycémique est élevé et ils vont pas vous permettre d'être rassasié sur toute la matinée. Vous risquez d'avoir faim dans la matinée et ils sont pas de bonne qualité. Donc le pain est finalement vraiment ce qu'il y a de mieux. Alors, que doit-on privilégier, la ceinture, le coca ou l'eau minérale? Alors, est-ce que c'est pendant ou après? Ou les deux? Alors, on va répondre aux deux dans le doute, hein. Alors, pendant l'effort, pas de coca, la ceinture, il y a des bulles, il vaut mieux éviter. Et l'eau minérale, ok, mais elle n'est pas suffisante pour les épreuves de longue durée de plus d'1 heure. Pendant l'effort, pour les épreuves de moins d'1 heure, l'eau seule suffit. Dès que vous dépassez 1 heure d'effort, il faut adapter votre boisson de manière à lui donner ce dont il a besoin, ce qu'il perd au fur et à mesure, hein, donc euh, c'est-à-dire euh, j'ai perdu le fil, Philippe, à cause de toi. Donc, ce qu'on perd pendant l'effort, c'est donc du sucre et du sodium. Donc, la boisson de l'effort idéale, il faut qu'elle apporte du sucre et du sodium. Je vous l'ai dit la semaine dernière, ça peut être de l'eau avec du jus de raisin, une pincée de sel. Et puis après l'effort, alors le coca toujours pas.
Parce que, alors si je prends le coca, c'est comme la bière en fait, il va vraiment à l'encontre des besoins du sportif en termes d'hydratation. Pourquoi? Parce que je vous ai dit que parmi les constantes altérées pendant l'effort, c'est on va avoir une acidification du pH de l'organisme et que donc après l'effort, il va falloir privilégier les aliments alcalins et les eaux bicarbonatées de manière à tamponner ce pH de l'organisme. Donc après l'effort, la ceinture répond très bien à ces besoins-là. Donc oui, je conseille la ceinture après, pas pendant parce que les bulles, ça peut donner un inconfort digestif. Et le coca, le problème, c'est que, alors oui, il est sucré. Vous allez me dire, il est sucré, donc on peut en boire. Mais non, parce que on a différents types de sucre. Moi, quand je vous dis de prendre du jus de raisin, on va être sur du glucose fructose. Le coca, on est sur du saccharose. Et puis, la concentration de sucre dans le coca, l'osmolarité en fait du coca est beaucoup trop élevée. Ça veut dire que ça va vraiment vous donner un pic de glycémie tout de suite. Donc, vous allez avoir une énergie vraiment tout de suite, mais qui va retomber aussi immédiatement. Donc, c'est pas très utile. Et puis, en plus, il faut savoir que c'est une boisson acidifiante qui finalement va accentuer l'acidité du pH de votre organisme. Et il faut savoir que quand vous avez le pH acide, ça favorise les risques de blessures. Donc, surtout pas de coca, ni pendant, ni après l'effort. Voilà. Et la ceinture, oui, puisque elle contient suffisamment de sodium pour récupérer celui qu'on a perdu pendant la transpiration, et c'est une eau bicarbonatée qui va permettre de tamponner le pH. Alors, pour les sportifs à catégorie de poids qui se privent souvent de féculents un peu avant les compétitions, y a-t-il des féculents à privilégier? Alors, j'ai raté une question visiblement. Je vois pas la question, Tim. Bon, je vais déjà répondre à celle-là, je verrai après. Je vois pas la question de Christiane. Alors, donc je répète, je vais déjà répondre à ça. Pour les sportifs à catégorie de poids qui se privent souvent de féculents un peu avant les compétitions, y a-t-il des féculents à privilégier? Alors, les sportifs de force font souvent l'erreur d'avoir une alimentation hyperprotéinée. Alors, les besoins du sportif, qu'ils soient de sport, de force ou d'endurance, sont différents. Sportif d'endurance, on va avoir comme macronutriments nécessaires le glucide. Le sportif de force, lui, ça va être la protéine, effectivement. Donc, c'est vrai qu'il doit manger hyperprotéiné. Mais attention, parce que bien souvent, il fait l'erreur de supprimer complètement le féculent qui apporte du glucide. Et il faut savoir que la protéine, pour être bien assimilée, elle a besoin du glucide. Donc en fait, c'est une erreur des sportifs de force de manger que des légumes et des viandes maigres. Il faut quand même aussi une part de féculents dans l'assiette. Alors, les féculents à privilégier, ça va être ceux à IG moyen, hein, donc encore une fois, des pâtes ou du riz cuisson adienté. Enfin, les féculents à IG moyen que j'ai cités tout à l'heure ont toute leur place aussi dans l'alimentation du sport de force. Après, on adapte la répartition au niveau des macronutriments. Sur les 100% d'apports énergétiques totaux, on a le groupe des lipides, des protéines et des glucides. Il est clair qu'en fonction de la catégorie du sportif, il va avoir un macronutriment plus majoritaire qu'un autre par rapport à une autre discipline. Donc voilà. Mais n'empêche qu'il faut toujours quand même maintenir cette notion d'équilibre alimentaire. Il faut juste adapter les quantités en fonction de la discipline. Alors, je vais chercher la question de Christiane. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Non, j'ai répondu à toutes les questions. Pour moi, j'ai répondu à toutes les questions. Ah, merci. Euh, alors, je n'ai pas eu le temps de tout écrire au début de votre intervention. Serait-il possible d'avoir un tableau pour résumer votre intervention par rapport à l'index glycémique ou un résumé sur le site, madame, s'il vous plaît? Alors, bon, de toutes les manières, la vidéo va être enregistrée, donc il est possible de la revoir en replay sans problème. Ensuite, oui, je pourrais, alors peut-être pas sur le site complètement, mais je pourrais vous donner les aliments à privilégier si vous voulez. Et puis encore une fois, vous pouvez retrouver les tables spécifiques hein, de classement des aliments selon leur IG sur le site, sur les sites internet ou dans des bouquins. Mais voilà, s'il y a des besoins spécifiques, vous pouvez m'écrire et je vous donnerai. Ah d'accord, ben, je l'ai pas vu cette question. Alors, que pensez-vous des semoules telles que polenta, couscous? Alors, la semoule, déjà, c'est à base de blé. La polenta, ça va être à base de maïs. Donc déjà, on n'est pas sur la même céréale. Après, au niveau ça reste quand même des féculents qui peuvent être intéressants dans la portion de féculents. Ça représente votre part de féculents. Après, vérifier. Alors, la semoule, elle a un IG moyen normalement. La polenta, je ne me souviens plus, donc à vérifier peut-être l'index glycémique de la polenta. Mais ça reste des sources de féculents intéressantes. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce qu'on se réserve pour éventuellement la semaine prochaine? Alors, ça m'étonne qu'il y ait personne qui m'ait posé la question sur le sucre roux et le sucre blanc. Surtout que la semaine dernière, il y avait beaucoup de questions qui tournaient autour du sucre. Alors peut-être pour finir, je vais peut-être que pour finir, je vais moi-même vous parler du sucre roux et du sucre blanc, parce que je pense que vous êtes nombreux à vous poser la question si le sucre roux est meilleur que le sucre blanc. Alors, en réalité, d'un point de vue calorique, puisque vous avez vu qu'il y a plusieurs notions à prendre en compte, d'un point de vue calorique, un morceau de sucre qui pèse 5 grammes en moyenne va vous apporter 20 calories. Et donc, que ce soit du sucre blanc ou du sucre roux, l'apport calorique sera identique. Les deux vont vous apporter 20 calories. La différence va porter sur, en fait, le sucre roux, il est extrait de la canne à sucre, alors que le sucre blanc, il est extrait de la betterave sucrière. Donc déjà, ils ne sont pas fabriqués à partir de la même plante. Ensuite, le sucre roux, alors oui, il peut avoir une meilleure valeur nutritive du fait qu'il peut avoir un peu plus de minéraux que le sucre blanc, notamment le magnésium, le potassium ou le phosphore. Mais finalement, à l'échelle journalière de consommation d'un morceau de sucre, donc on n'est pas censé en manger 3 tonnes non plus par jour, ça reste infime, donc pas intéressant. Et au final, la différence vraiment entre le sucre blanc et le sucre roux, la différence essentielle, ça va porter sur le goût parce que ils vont avoir des arômes différents. Voilà. Alors, je pense qu'on va arrêter là-dessus. Merci pour vos questions et pour votre écoute.
Et je vous retrouverai la semaine prochaine pour un nouveau sujet qui portera essentiellement sur le groupe alimentaire des protéines et éventuellement aussi les déclinaisons pour les sportifs avec peut-être la prise de masse. Ou, voilà. Alors merci et à la semaine prochaine.